Bonsoir à tous. Mon nom est Michelle Wana et je suis la directrice associée du développement et des communications chez Myelome Canada. Je tiens à vous remercier de vous joindre à nous ce soir pour le webinaire éducatif de Myelome Canada au sujet de l'approbation des nouveaux médicaments au Canada et comment vous pouvez aider à accélérer l'accès au traitement, présenté par notre experte dans ce domaine, Martine Elias, directrice de l'accès, la défense des droits et les relations communautaires chez Myelome Canada. Si vous désirez des renseignements additionnels sur le processus d'approbation des médicaments, l'accès et ou la défense des droits au Canada, vous pouvez visiter notre nouveau site web au www.myelome.ca. Sous l'onglet « À propos du myélome », vous allez voir une sous-section détaillée à ces sujets. De plus, tous nos webinaires sont enregistrés et mis sur notre chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas si vous avez manqué quelque chose ou si vous souhaitez revoir quelques sections. Il sera disponible sur notre chaîne dès demain. Pour trouver notre page, vous pouvez simplement visiter youtube.com et taper Myeloma Canada dans la barre de recherche ou aller sur notre site web sous l'onglet Ressources et cliquer sur Vidéo éducatif de Myeloma Canada. Maintenant, juste un rappel, si vous souhaitez poser une question pendant cette présentation, n'hésitez pas à taper vos questions en utilisant la fonction Questions sur votre panneau GoToWebinar sur votre écran. Toutes les questions seront traitées à la fin de la présentation. Donc, je vais maintenant passer le micro à Martine Elias pour sa présentation. Nous sommes très heureux d'avoir Martine avec nous ce soir pour partager avec nous les nombreuses étapes dans le processus de développement des médicaments et comment vous pouvez aider à accélérer l'accès au traitement. Alors, bonsoir Martine. Merci Michel, il me fait plaisir de m'entretenir avec vous ce soir. Maintenant, je dois vous avouer que le sujet est quand même est pas très excitant parce qu'il s'agit beaucoup de processus. Alors, si on pense aux différents processus gouvernementaux, pour ce qui est de l'approbation des médicaments et le remboursement, on passe par là et ça devient des fois pas nécessairement compliqué, mais ça peut être complexe. Alors, je vous avertis que c'est pas un sujet super excitant, mais quand même qui est extrêmement important quand on pense que les médicaments au Canada, pour ce qui est du myélome, sont très importants et que le rôle de Myelome Canada, c'est de s'assurer que nous travaillons ensemble avec tous les organismes gouvernementaux qui sont impliqués dans le processus d'approbation et de remboursement pour s'assurer que les patients ont l'accès aux médicaments dont ils ont besoin. Donc, mes objectifs d'apprentissage ce soir, c'est vraiment de passer en revue un survol des processus pour ce qui est du développement des médicaments, de la découverte des molécules à l'administration aux humains. C'est un processus qui est assez compliqué, qui comprend plusieurs phases et je vais vous en expliquer. Ensuite, de m'entretenir au sujet des processus d'approbation réglementaire au Canada, donc comment les médicaments ici sont approuvés. Et ensuite, le processus de remboursement. Et pour terminer, comment faire entendre notre voix, la voix des patients qui est très importante. Donc, pour ce qui est du processus de développement, de la découverte à l'approbation, ça peut prendre entre 10 à 15 ans. Et ça, c'est vraiment quand on part de la molécule chimique jusqu'au médicament qui est approuvé. Il y a environ de 5 000 à 10 000 molécules qui vont entrer dans le processus de recherche et de développement et un seul à la fin sera approuvé. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont placés par les compagnies pharmaceutiques et autres pour développer les médicaments et très peu en voient la fin. Le coût moyen pour développer un médicament en 2016 a été établi à environ 2,6 milliards de dollars. Donc, ça coûte extrêmement cher. Beaucoup de ressources sont investies dans le développement d'un médicament. Et ensuite, en 2016, on comptait au-dessus de 1900 composés qui est en phase de développement pour traiter le cancer seulement. Alors, ce qui est très intéressant, surtout pour les gens qui souffrent de myélome, c'est le nombre de nouveaux produits. Maintenant, je vais passer à l'explication du processus d'essai clinique. Alors, évidemment, c'est un processus qui comprend 4 différentes phases qui
s'orientent à des différents développements ou qui ont différents objectifs pour chacune des phases. Alors, si on commence par l'étude préclinique, ça, c'est vraiment le développement du médicament chimique et des essais cliniques qui sont faits chez les animaux avant d'être essayés ou avant que le médicament soit donné à des humains. Il faut s'assurer, évidemment, que dans le modèle des animaux, le médicament soit bien et qu'il ne contient pas trop ou ne produit pas d'effets secondaires qui seraient très néfastes. Donc, ce que l'on fait dans les études précliniques, on fait de la pharmacologie. Et il y a deux étapes dans la pharmacologie. La première, c'est la pharmacocinétique. Donc, c'est l'étude de ce que votre corps fait au médicament. Alors, à chaque fois qu'on prend un médicament, le médicament va être absorbé soit par notre intestin ou notre estomac, ou va être absorbé à travers le sang. Alors, qu'est-ce que le corps fait à ce médicament-là? Comment il va être décomposé? Comment il va être absorbé dans les différents tissus de votre corps? La pharmacodynamique, c'est ce que le médicament fait à votre corps. Donc, c'est ce qui se rappelle le plus à l'impact du médicament. Donc, si on s'agit d'un médicament pour traiter une infection, l'antibiotique va détruire les microbes et les bactéries dans votre corps et c'est ce qu'on appelle la pharmacodynamique. La toxicologie est aussi très importante parce que c'est vraiment là où la plupart des médicaments vont échouer et c'est et on s'enligne pour évaluer les effets secondaires. Donc, c'est très important de s'assurer que les médicaments n'ont pas d'effets secondaires néfastes. Et les études qui sont faites en période préclinique est faite souvent sur les animaux qui, surtout en oncologie, vont avoir des cellules cancéreuses et on va essayer de déterminer s'il y a un impact sur l'efficacité chez les animaux avant qu'on continue les essais cliniques chez les humains. Donc, souvent, c'est ce qui constitue en bref les études précliniques. Alors, une fois que les études précliniques sont faites et qu'on détermine que le médicament est prêt à être testé chez les humains, on passe à ce qu'on appelle la phase 1 de recherche clinique. Et généralement, cette phase 1 va s'impliquer chez une dizaine à une trentaine de patients qui ne répondent plus au traitement standard. Donc, ça va être souvent des patients qui vont souffrir d'un cancer et qui sont peut-être en phase plus avancée. Alors, la communauté de chercheurs à ce moment-là qui font les études cliniques font ce qu'on appelle l'augmentation de la dose. Alors, on veut déterminer quelle est la dose qui est appropriée chez les humains avant d'avoir des effets secondaires néfastes. Alors, on peut commencer par 3 doses. Ensuite, s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse négative au sujet d'effets secondaires, on va augmenter la dose chez 3 autres patients et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à une dose qui soit peut-être qui produit le plus d'effets secondaires qui ne sont pas appropriés. Alors, l'accent est mis sur l'innocuité des médicaments, donc c'est s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires majeurs ou autres. Et ensuite, on fait aussi en phase 1 la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. Encore, comme on a fait chez les animaux, on continue à faire ces évaluations chez les humains. Et ces études en phase 1 peuvent se dérouler sur une période d'environ 1 an. Et la plupart des médicaments qui entrent en phase 1, sur 100, il va y en avoir 70 peut-être qui vont passer le test de cette phase et vont continuer leur développement en phase 2. Donc, en phase 2, ce sont des études qui vont être faites généralement chez les individus qui vont être atteints d'un cancer ciblé. Donc, si on le fait dans le myélome multiple, ça va être environ fait dans une vingtaine, environ une centaine d'individus qui ont le myélome multiple. Ces essais vont permettre également à établir si le nouveau traitement est favorable, c'est-à-dire s'il a un effet positif sur le cancer en particulier. Et à ce moment-là, les médecins vont commencer à évaluer
l'impact d'efficacité du médicament sur, par exemple, sur la grosseur d'un tumeur ou s'ils vont vérifier l'analyse sanguine pour savoir si le traitement est vraiment efficace. Et l'accent est mis en phase 2 sur l'efficacité et l'innocuité. Donc, c'est très important que le produit fonctionne bien, ait des bonnes évaluations cliniques et qu'il soit aussi sans effet secondaire. Alors, ces études en phase 2 peuvent être randomisées ou non. Elles se poursuivent sur une période d'environ 2 ans. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de médicaments en phase 2 qui vont échouer. Alors, on retrouve environ 33% des médicaments qui vont passer cette étape. Donc, les études en phase 2, souvent, sont faites en tandem. Il va y avoir 2 études pour évaluer soit la dose ou évaluer l'efficacité et l'innocuité du médicament. Et surtout en oncologie, on voit souvent des médicaments qui vont être approuvés par le gouvernement pour l'approbation pour la vente, si vous voulez, qui vont être faites avec des études de phase 2 seulement parce que les résultats sont très prometteurs. En phase 3, alors on passe à des essais à un plus grand nombre de patients. Généralement, ça va aller juste des fois à plusieurs milliers de patients. L'objectif à ce moment-là est d'établir si le nouveau traitement est plus efficace que le traitement standard. Donc, des fois, on va faire une évaluation en comparaison avec le traitement standard pour un certain cancer. Et on va aussi évaluer si le médicament est associé à un nombre moins élevé d'effets secondaires. Donc, à ce moment-là, surtout en oncologie, on ne fait jamais d'études comparatives avec un placebo parce que c'est considéré d'être pas éthique de faire ce genre d'études-là. Donc, on fait toujours des études en comparaison avec le traitement qui est standard et on voit si le nouveau médicament marche ou produit plus d'effets positifs que le traitement standard. Ces études en phase 3 sont habituellement randomisées et durant cette phase, les médecins peuvent comparer, comme j'ai dit, deux traitements ou plus. Ces essais vont comprendre des patients d'âges différents, de différentes ethnicités ou sexes, et on va vouloir déterminer si les résultats à un grand nombre de patients sont standards. Et souvent, les études de phase 3 vont se poursuivre sur plusieurs années et puis ça peut durer jusqu'à 3 ans, surtout en oncologie, quand on évalue la capacité du médicament de garder les patients en vie. L'accent est mis sur l'innocuité encore et sur l'efficacité. Toujours très important d'établir ces deux paramètres. Et les essais de phase 3 vont être utilisés pour des fins d'enregistrement réglementaire. Donc, les compagnies pharmaceutiques vont faire des fois 2 ou 3. La plupart du temps, ça va être 2 études de phase 3 qui vont déterminer l'efficacité d'un médicament et ils vont utiliser ces informations pour obtenir l'approbation des différents gouvernements. À ce moment-là, il y a quand même un bon nombre de médicaments qui vont échouer aussi, qui vont couler la phase 3 parce qu'on va trouver soit des effets secondaires ou que le médicament comme tel n'est pas meilleur ou peut-être inférieur au traitement standard. Et il va y avoir de 25 à 30% de ces médicaments qui ne passeront pas cette phase, la phase 3. La phase 4, les essais qui sont effectués, ce sont des essais qui sont effectués après qu'un médicament soit approuvé sur le marché. Et on les fait souvent dans le monde réel. Alors, ce qui veut dire, c'est ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de recueillir d'autres données sur l'efficacité d'un médicament au sein de la population générale. Si on pense aux études en phase 3, souvent les protocoles de recherche vont être très stricts et vont simplement enregistrer des patients avec qui sont peut-être moins standards que l'on voit là, dans la population générale. Donc, les compagnies pharmaceutiques et aussi de plus en plus les gouvernements veulent voir comment les études de phase 4 performent avec un médicament afin de savoir si en population générale, il n'y a pas d'effet secondaire ou de problème ou si on a trouvé des différents impacts sur la qualité de vie, par exemple. On veut avoir des réponses à ces questions-là.
Et des fois, les études en phase 4 vont être faites sous des autorités réglementaires qui vont demander aux compagnies pharmaceutiques de continuer leurs études pour voir quel est l'impact du médicament du côté efficacité et effets secondaires encore dans la population générale. Donc, ils vont leur donner une approbation qui va être mitigée ou demandée pour affirmer la décision qui a été faite au niveau réglementaire. Et enfin, ensuite, ce qui est très important, la pharmacovigilance, c'est-à-dire c'est de continuer à évaluer l'innocuité du médicament pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires qui apparaissent à l'utilisation dans une plus grosse population. Si on pense par exemple à Vioxx, qui est un produit contre la douleur, après avoir été utilisé dans beaucoup de patients à travers le monde, on a déterminé qu'il y avait des effets secondaires cardiaques qui étaient très néfastes et donc les autorités gouvernementales ont demandé à la compagnie de retirer leurs médicaments du marché. Souvent, les compagnies pharmaceutiques vont le faire d'eux-mêmes. Maintenant, si on parle d'essais cliniques au Canada, on est un pays très prolifique. On a des chercheurs cliniques qui sont à l'affût de bien grand nombre de compagnies pharmaceutiques internationales parce que on produit beaucoup d'essais cliniques. On a des centres de recherche qui sont renommés partout dans le monde. Alors, on se pète un peu les bretelles parce que on compte environ de 4500 essais cliniques qui sont faits aujourd'hui au Canada. Et ce, dans tous les champs thérapeutiques. Et je peux vous rappeler que notre groupe de Myélome Canada de chercheurs aussi participe à un très grand nombre de recherches cliniques internationales sur le myélome. Donc, on est très reconnus nous-mêmes ici au Canada pour ce qui est de la recherche sur le myélome multiple. Évidemment, les essais cliniques sont très importants pour les patients parce que ça constitue une façon d'accéder à de nouveaux médicaments qui, autrement, ne seraient pas disponibles. Alors, si vous êtes admissible à des essais cliniques et si vous êtes intéressé à participer à des essais cliniques, je vous conseille de discuter avec votre médecin et celui-ci pourra vous indiquer s'il existe des essais cliniques auxquels vous pourriez participer dans votre région ou peut-être qu'eux participent eux-mêmes dans des recherches cliniques. Si vous voulez avoir de l'information sur des essais cliniques, je vous conseille aussi d'aller voir un site web qui s'appelle clinicaltrials.gov, qui est vraiment la mecque des essais cliniques internationaux. C'est un site américain. C'est assez complexe. Je vous avoue que c'est pas facile de trouver s'il y a un essai clinique qui vous conviendrait dans votre région, parce qu'il faut chercher la maladie, la région, le stade de cancer, etc. Donc, ça devient assez compliqué parce que ça comprend tous les essais cliniques qui sont faits en oncologie à travers le monde. Il y a aussi un autre site qui s'appelle canadiancancertrial.ca qui regroupe la liste d'essais cliniques qui est fait aussi au Canada en oncologie. Maintenant, ce site, je ne peux pas vous garantir qu'il contient tous les essais cliniques qui sont faits, sauf qu'il est plus facile à naviguer et à trouver des essais cliniques qui sont peut-être intéressants pour vous. Et finalement, visitez notre site web, le www.myelome.ca, où vous allez dans la section de recherche clinique et vous allez pouvoir trouver de l'information au sujet de recherche clinique. Maintenant, bon, alors les médicaments ont été développés. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Donc, il y a différentes couches et différents processus. Vous voyez les différentes étapes là ici. Les médicaments qui ils ont fini leurs essais cliniques vont être soumis par la compagnie novatrice, celle qui fait le médicament, à Santé Canada. Alors, Santé Canada, ici, c'est la première étape pour pouvoir accéder aux médicaments ici au Canada. Alors, eux, ce qu'ils vont faire,
c'est ils vont évaluer les essais cliniques qui vont être fournis par les compagnies novatrices. Et souvent, on pense que ça devrait être le stade le plus compliqué, mais en bout de ligne, c'est peut-être le stade qui est beaucoup plus prévisible et le plus facile à surmonter. Donc, qu'est-ce que Santé Canada va faire? Alors, Santé Canada relève du ministère de la Santé au niveau fédéral et leurs objectifs est d'examiner les preuves cliniques issues des essais cliniques afin d'établir l'innocuité et l'efficacité du médicament ou d'un produit biologique. Alors, leur premier objectif, c'est l'innocuité. Santé Canada ne mettra pas ou ne donnera pas l'approbation pour un médicament si le médicament si le médicament a trop d'effets secondaires. C'est super important pour eux. L'efficacité vient en deuxième. Et Santé Canada va accorder ce qu'on appelle un avis de conformité permettant aux fabricants de vendre le médicament. Donc, le fabricant ou la compagnie novatrice va fournir tous les dossiers cliniques à Santé Canada qui vont en faire l'évaluation. Et ces dossiers cliniques vont ils vont miser sur une indication qui est très spécifique. Donc, les études cliniques sont faites dans un contexte très spécifique chez les patients qui souffrent, par exemple, d'un myélome, qui ont eu une ou deux lignes de traitement et le médicament va être évalué en troisième ligne. Alors, Santé Canada va évaluer les données cliniques de la troisième ligne et vont émettre un avis de conformité pour que la compagnie puisse vendre le médicament en troisième ligne. Alors, souvent, on va voir des médicaments qui vont être approuvés en première ligne, deuxième ligne ou troisième ligne. Mais la plupart du temps, les compagnies vont mettre un dossier pour une indication à la fois à Santé Canada pour faire l'évaluation. Donc, c'est pas rare de voir des compagnies qui vont avoir plusieurs indications qui vont être échelonnées sur plusieurs années après que le médicament soit approuvé la première fois sur le marché. Et évidemment, Santé Canada, finalement, est aussi responsable pour ce qui est de la pharmacovigilance. Donc, c'est de ramasser les données de pharmacovigilance pour un médicament qui est soit nouveau sur le marché ou qui est sur le marché depuis plusieurs années. Les compagnies novatrices ont l'obligation de remettre de l'information à Santé Canada de façon très régulière et Santé Canada continue de faire l'évaluation pour s'assurer que le médicament correspond à des normes d'efficacité et surtout d'innocuité après que le médicament soit approuvé au Canada. Une fois que la compagnie novatrice, surtout en oncologie, remet son dossier à Santé Canada, on peut compter une période de 12 mois environ en moyenne s'il n'y a pas de questions ou s'il n'y a pas de problème en cours de ligne pour que le médicament soit approuvé. Donc, à ce moment-là, Santé Canada, comme je dis, émet un avis de conformité et la compagnie novatrice peut commencer à vendre le médicament au Canada et on devrait s'imaginer ou on devrait espérer que le médicament va être disponible pour les patients à ce moment-là, mais malheureusement, pas toujours. Alors, avant qu'on pense au remboursement, le processus de remboursement, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de partager avec vous un peu là, sur comment on établit les prix des médicaments ici au Canada. On parle souvent que au Canada, les médicaments sont très chers, et c'est vrai qu'ils sont très chers. Mais il y a un comité ou un conseil qui s'appelle le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, qui relève du ministère de la Santé au niveau fédéral et qui, eux, ont l'obligation de s'assurer que les médicaments brevetés ne sont pas vendus à des prix excessifs au Canada et de faire le point sur les tendances observées au niveau des ventes des produits pharmaceutiques. Donc, ils vont évaluer le prix des médicaments qui sont vendus au Canada et s'assurer que les compagnies pharmaceutiques ne demandent pas un prix trop cher pour les médicaments. Alors, comment ils font pour faire cette examination ou cet examen? C'est qu'ils vont regarder le prix moyen de chaque médicament, si vous voulez, et pour voir si ce prix moyen n'excède pas le prix de 7 pays de comparaison
et ils utilisent la médiane, le point médiane comme point de référence de ces 7 pays. Donc, ces 7 pays vont comprendre les États-Unis, la Suède, la Suisse, l'Italie, euh, euh, la Colombie, non, voyons, l'Angleterre, la France, et vont utiliser le prix de ces pays où le médicament est approuvé pour déterminer le prix moyen. Donc, vous pouvez voir que si les États-Unis sont inclus dans la liste de ces 7 pays où les prix des médicaments sont très élevés, donc ça va augmenter le prix médian ici au Canada et c'est pour ça qu'on voit les prix que l'on voit ici. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser d'essayer d'avoir un petit survol comment les prix des médicaments ici au Canada sont décidés. Donc, le médicament est approuvé par Santé Canada. Alors, où est-ce qu'on s'en va ensuite? C'est ce qu'on appelle au processus de valeur. Alors, il y a différents comités au Canada qui vont évaluer la valeur des médicaments et qui vont mettre des recommandations pour ce qui est du remboursement. Au Canada, il y a deux processus, un qui s'appelle le Programme pan-canadien d'évaluation des médicaments anticancéreux, ou le PPE qui relève d'une agence qui va regarder tous les médicaments, savoir quelle est la valeur et qui vont déterminer si le médicament devrait être remboursé. Alors ça, il s'occupe du côté pan-canadien. C'est sûr que, bon, au Québec, on se demande pourquoi le PPEA a un impact. C'est qu'au Québec, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, qui va faire des recommandations de remboursement, on l'appelle aussi l'INES, va souvent prendre conseil du PPEA. Donc, ils font leur évaluation propre ici au Québec, sauf qu'ils vont aussi regarder ce que l'on fait au niveau national. Alors, pardon. Donc, pour se concentrer, l'INES est un organisme québécois qui évalue les avantages cliniques et le coût des médicaments. Donc, ils vont regarder encore du côté clinique et l'efficacité des médicaments et vont déterminer si le coût apporte de la valeur au programme de remboursement ou pour les patients de la province du Québec. Alors, ils vont émettre des recommandations à la couverture par le régime public afin d'assurer un usage optimal. Les deux organismes tiennent compte des données cliniques, comme j'ai dit, de la situation pharmacoéconomique et aussi de la vie des patients. Ces deux organismes vont prendre en considération ce qu'on appelle le input des patients et Myelome Canada participe à ces évaluations. On fait des sondages parmi la population canadienne et québécoise afin d'obtenir le son de cloche, si vous voulez, des patients qui vivent avec le myélome et qui vivent ou qui ont eu une évaluation ou une expérience avec un médicament qui va être en train d'être évalué. Alors, c'est quand même très important pour nous de participer à ce processus d'avis des patients. Et l'INES va émettre une recommandation qui souvent va être oui, souvent, pas vraiment souvent, oui, mais ils vont donner une évaluation qui vont dire que, bon, par exemple, un médicament a des bons effets cliniques ou une efficacité et un coût moindre de ce qui est déjà remboursé sur le formulaire au Québec. Donc, à ce moment-là, on peut s'attendre à un oui. Mais souvent, ça n'arrive pas, ça, parce que souvent, les médicaments vont être plus chers que ce qui est déjà remboursé sur la liste des médicaments. Ou on va avoir un oui avec conditions. Et les conditions, souvent, vont être reliées à une réduction de prix. Donc, l'INES va demander aux fabricants de réduire leur prix afin qu'on établisse une valeur qui est similaire à ce qui est déjà remboursé sur le formulaire. Ou on va dire non, parce que carrément, le médicament ne répond pas à l'efficacité clinique dont on s'attend ou ce qui est déjà remboursé sur un formulaire. Moi, je dirais que la plupart du temps, je dirais 99,9% du temps, on va avoir un oui avec condition. Sauf que dernièrement, on a vu plusieurs non, ce qui nous donne un peu de fil à retordre et ce qui rend notre vie un peu plus difficile. Mais
L'idée, c'est de s'assurer que, comme je disais plus tôt, que la vie des patients est bien intégrée dans leur processus d'évaluation. La période de revue peut durer de 7 à 9 mois. Donc, une fois que le médicament est approuvé par Santé Canada, souvent la compagnie novatrice va faire une soumission à l'INES et aussi à PPEA pour qu'ils fassent l'évaluation du médicament. Au Québec, il y a 3 périodes dans lesquelles une compagnie pharmaceutique peut faire une soumission à l'INES, une en janvier, une au printemps et une à l'automne. Donc, ils vont faire la revue. Ça peut prendre 3 à 6 mois avant d'avoir fini de faire la révision et que la recommandation soit faite pour ce qui est du remboursement du médicament et dans quelles conditions. Donc, on s'imaginerait qu'à ce moment-ci, le médicament devrait être repris sur la liste des formulaires et devrait être remboursé, mais ce n'est pas le cas. À ce moment-ci, le processus dans lequel tous les médicaments entrent, c'est ce qu'on appelle le contrat de prix. Donc, ici, c'est négocié par l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique, ou APP, qui vont négocier les prix des médicaments avec les compagnies pharmaceutiques. Donc, l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique a été créée et relève du Conseil de fédération. Donc, ce sont toutes les provinces qui sont impliquées dans ce processus et le Québec est aussi inclus parce que le Québec s'est dit que si les prix négociés dans d'autres provinces sont moins chers que chez nous, nous, on va avoir le même prix, donc on veut participer aussi à ce processus de négociation. Alors, c'est un processus qui est fait à huis clos avec les fabricants de médicaments afin de déterminer un prix qui va être acceptable aux provinces et aussi à la compagnie pharmaceutique. Alors, ces négociations-là vont être faites la plupart du temps sur la base de réduction de prix, mais des fois, on peut voir que les négociations peuvent être faites à partir de critères prédéfinis qui vont peut-être évaluer l'efficacité. Donc, le médicament devrait atteindre un certain niveau d'efficacité afin de continuer à être remboursé à un prix. Et si on ne voit pas cette destinée ou d'évaluation, à ce moment-là, le médicament, le prix va être réduit. Une province prend le titre de négociateur chef ou principal et toutes les autres provinces vont embarquer dans ce processus. Jusqu'à date, pour ce qui est de l'oncologie, le Québec n'a pas participé comme province à titre négociateur principal, mais je suis sûre que c'est une question de temps. La plupart des négociations sont faites avec soit l'Ontario et l'Alberta qui prennent le titre principal et évidemment le Québec participe à titre comme toutes les autres provinces et donne leur son de cloche aussi aux négociations. Une fois que l'entente entre le APP est conclue, avec la compagnie pharmaceutique, l'APP va émettre une lettre d'intention. Donc, cette lettre-là, ça va être, ils vont indiquer que tel produit va être remboursé à tel prix et sous telles conditions. Et cette lettre-là est pas transmise, n'est pas mise publique. Personne ne sait exactement quel est le prix qui a été négocié. Donc, on pense au prix de liste que l'on voit, on trouve que c'est très cher. La plupart du temps, les prix qui sont négociés sont moindres que qui est le prix de liste. Souvent, ce processus peut prendre de 6 à 12 mois et des fois, on voit des processus qui peuvent durer encore plus longtemps que ça, dépendant de l'intérêt, si vous voulez, des compagnies et aussi du gouvernement à négocier, à s'asseoir et à déterminer quel est le prix qui devrait être remboursé. Alors, on s'imaginerait qu'à ce moment-là, le médicament devrait être remboursé, mais pas vraiment, parce que c'est tout simplement une entente qui est faite parmi les provinces en général, mais à ce moment-là, le remboursement doit être décidé par chaque province ou organisme provincial pour le cancer. Donc, si on regarde au modèle au Canada pour ce qui est du cancer, ça dépend de où on habite. Au Québec, ce sont les soins hospitaliers qui vont partager la responsabilité pour la couverture des traitements, surtout en cancer. Donc, vous pouvez avoir un traitement de cancer qui va être payé par votre hôpital.
qui va être un transfert d'argent, une enveloppe qui va être donnée à l'hôpital pour couvrir les soins des patients qui souffrent de cancer, incluant leurs médicaments, ou vous pouvez avoir un médicament cancéreux qui est donné par voie orale, qui va être remboursé par la RAMQ. Et si on habite dans d'autres provinces, c'est un programme qui est aussi différent. Donc, ça relève de différentes sections du gouvernement dans chacune des provinces. Alors, c'est pour ça dans le milieu du cancer, on voit souvent des patients qui sont remboursés ou qui ont accès à certains médicaments dans certaines provinces, mais pas dans d'autres provinces. Alors, ça devient assez compliqué. Et maintenant, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que les formulaires et organismes provinciaux vont regarder le produit des négociations, ils vont regarder leur population, ils vont regarder qu'est-ce qu'ils remboursent pour le moment et ils vont prendre une décision à savoir s'ils vont mettre le médicament en question sur leur liste de médicaments et s'il va être remboursé. Et ce processus-là, des fois, ça peut être immédiat, une fois que la négociation de prix est faite, et des fois, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Donc, si vous regardez combien de temps ça prend pour les médicaments, d'une fois qu'il est approuvé pour la vente au Canada jusqu'au remboursement, si on ajoute toutes ces étapes-là, ça peut aller des fois jusqu'à 3 ans. Donc, c'est très long avant qu'un patient puisse obtenir un médicament. Alors, si on regarde pour ce qui est des médicaments contre le myélome, évidemment, il y a plusieurs médicaments qui sont disponibles sur le marché depuis plusieurs années. On pense à l'analédomide ou Revlimid, bortezomib, Velcade, qui sont remboursés dans toutes les provinces pour la plupart des indications. Il y a le pomalidomide ou Pomalyst qui est aussi remboursé, mais ça, c'est plus récent. Il y a un nouveau médicament qui s'appelle le carfilzomib, qui, lui, a été approuvé par Santé Canada, qui a été revu par les organismes d'évaluation en technologie de la santé, INES, et qui est présentement en négociation pour ce qui est du prix. Et on s'attend d'un jour à l'autre à avoir des nouvelles, mais ça prend du temps. Le daratumumab ou Darzalex a été approuvé par Santé Canada, a passé par les organismes d'évaluation technologie de la santé et la première indication a été refusée. Alors maintenant, la compagnie a continué ses études cliniques en phase 3 et a obtenu de nouveaux résultats chez une population qui est peut-être un peu moins avancée. Et ils ont soumis un dossier à Santé Canada et aussi aux organismes comme l'INES et le PPEA. Alors, on devrait avoir une décision pour ce qui est de la nouvelle ligne de daratumumab d'ici de 6 à 9 mois. Il y a aussi Exazomib ou Ninlaro qui est présentement en train d'être évalué par l'INES. Et l'otuzumab est un autre médicament qui a été approuvé par Santé Canada, mais qui n'a pas été soumis à l'INES parce que la compagnie voyait que le prix était trop élevé et qu'ils n'auraient pas eu une recommandation favorable. Donc, ils ont décidé que s'ils étaient pour avoir un nom, qu'ils n'étaient pas pour soumettre. Donc, le médicament ne sera pas disponible au Canada. Panobinostat est un autre médicament qui est en train d'être évalué par Santé Canada. On n'a pas encore de nouvelles pour ce qui est de l'approbation. Évidemment, la plupart des Canadiens ont accès à des assureurs ou des assurances privées. Donc, c'est aussi un mécanisme ou un processus que vous pouvez évaluer pour ce qui est de l'approbation des médicaments. La plupart des assureurs privés vont rembourser des médicaments, surtout anticancéreux, une fois qu'ils vont être approuvés au Canada. Donc, je vous conseille de consulter vos assureurs privés. Si vous n'êtes pas sûr si un médicament est remboursé ou non, c'est toujours une bonne idée de les appeler et de leur demander. Alors, j'espère que je vous ai donné un survol assez rapide pour ce qui est du processus de développement et de remboursement des médicaments au Canada. Donc, il y a énormément de couches que l'on doit surmonter. Donc, ça fait appel à Myélome Canada à s'assurer que on défend les droits des patients et que l'on s'implique de façon très assidue dans ces différentes couches d'évaluation pour s'assurer que le processus se fait à temps acceptable et aussi qu'il n'y a pas d'entorse ou d'anicroche qui se
développe. Donc, ce qu'on fait, ou moi, mon rôle à Myelome Canada, c'est vraiment de promouvoir la défense des droits des patients. Alors, pour moi, ce que ça veut dire, c'est de faire des actes et de se défendre pour quelque chose, soit une cause, ou un accès à un traitement, une idée ou une politique de remboursement de médicaments. Donc, c'est de s'assurer que notre voix, en tant que patient, soit bien écoutée. Alors, évidemment, ça présente des défis pour les groupes patients parce que souvent, il n'y a aucune possibilité ou très peu de possibilités de consultation, d'engagement. Donc, les politiciens ou les bureaucrates vont faire des décisions, mais ils ne vont pas souvent consulter les patients ou les groupes patients pour savoir si ça a de l'allure de ce qu'ils veulent faire ou si c'est une bonne chose pour les patients. Donc, c'est de s'assurer qu'on s'engage. Évidemment, l'engagement, des fois, peut être limité. Donc, à Santé Canada, Myelome Canada s'est impliqué et a demandé ou a participé à une étude pilote pour savoir quel serait l'impact d'évaluer les défis des patients et de faire des soumissions au nom de groupes ou de nom de nos patients. Alors, on a participé à un essai pilote pour ce qui est de daratumumab. Et évidemment, comme je vous ai expliqué, on participe aussi au processus d'engagement qui est fait par le PPEA et aussi par l'INES. Alors évidemment, la question pour ce qui est des groupes patients, pourquoi ça prend tant de temps? Pourquoi on doit attendre aussi longtemps pour avoir l'approbation d'un médicament et aussi pourquoi il peut être aussi contrôlé? Pourquoi il va être très spécifique au lieu s'appliqué à une plus grande population? Donc, c'est encore de s'impliquer et d'être au courant de tous les nouveaux processus provinciaux ou provinciaux pour s'assurer que ces retards ne soient pas néfastes à notre population. Et souvent, comme je vous ai expliqué, pour ce qui est du processus d'établissement de prix de remboursement, on manque d'informations parce que ce n'est pas un processus qui est transparent du tout. Alors, il faut s'assurer que les négociateurs, le gouvernement et les compagnies innovatrices soient assidus et s'impliquent et le font le plus vite possible avec l'idée que le patient est au centre de ces négociations-là. Évidemment, il y a souvent, on va voir dans les journaux des groupes de patients qui vont faire du lobbying très fort et sensibilisation du public, surtout s'il s'agit d'un médicament qui n'est pas approuvé ou s'il s'agit surtout d'un médicament peut-être qui va toucher une certaine population où il n'y a aucun autre médicament qui va pouvoir les aider. Donc, qu'est-ce que Myelome Canada fait et comment on est impliqué dans les défenses des droits des patients? Alors, évidemment, c'est d'être actif et de participer aux consultations pour ce qui est de s'assurer que les politiques de remboursement soient en ligne avec les besoins des patients. Alors, c'est de participer au processus de consultation et aussi de participer et d'aider nos cliniciens qui vont donner leur voix ou qui vont se faire entendre par les payeurs. Il y a un nouveau projet pilote qui demande aux oncologues de participer à l'évaluation en donnant leur position ou de consulter sur un nouveau médicament. Alors, Myelome Canada a participé à ce nouveau processus-là à travers nos oncologues du Canada. Et aussi de s'assurer auprès de Santé Canada que les médicaments qui sont approuvés au Canada ici, qui font évaluation aussi de la voix des patients. Et aussi en 2006, quand Velcade a été approuvé, au Canada, il y a eu beaucoup de difficultés, surtout en Ontario, parce qu'ils ont changé à ce moment-là leur processus d'évaluation. Donc, il a fallu travailler très fort pour que ce médicament soit approuvé. Et là, ça a été aussi la même chose pour Revlimid, une fois que le médicament a été approuvé entre 2007 et 2008, de faire beaucoup de revendications au niveau des provinces pour que ces médicaments soient remboursés. Et si vous êtes intéressé à en connaître plus sur la défense des droits, je vous invite à aller sur notre site web. On a un document qui est très élaboré sur comment on peut faire de la revendication des droits. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, chez vous, dans la vie de tous les jours? Évidemment, c'est d'établir un contact avec Myelome Canada et de suivre ce que l'on fait
dans notre communauté. Donc, je vous invite, et si vous n'avez pas encore fait, à joindre notre communauté en allant sur notre nouveau site web. Vous allez voir, ça a été, on a eu une revision complète de notre site web et puis c'est beaucoup plus facile de trouver de l'information et de naviguer. Alors, vous pouvez vous impliquer, mettre votre nom sur la liste, joindre un mouvement et on se prépare demain à lancer notre nouvelle campagne qui va demander aux patients ou demander aux gens de s'impliquer un peu plus. Alors, on est en train, c'est presque fini. On va avoir ça va être évidemment en français aussi. Vous voyez ici, c'est en anglais, mais ça va être préparé aussi en français. Vous allez pouvoir cliquer et une fois que vous allez rentrer dans le site, ça va vous donner des différentes idées, des outils pour vous faire entendre par votre député provincial. Vous avez juste inscrire votre nom, votre adresse et il va y avoir une lettre qui va être générée qui va vous demander de l'envoyer à votre député provincial. Vous pouvez changer la lettre comme vous voulez, la faire beaucoup plus personnelle, d'une façon personnelle, c'est à vous. Il n'y a rien qui vous oblige aussi d'envoyer la lettre, mais c'est toujours une bonne idée de faire savoir à nos députés provinciaux de l'importance que d'avoir accès aux médicaments. Et aussi d'avoir accès aux traitements aussi. Il y a beaucoup de recherche qui est faite aussi. Donc, comment vous pouvez, vous, comme patient ou comme soins aidants, jouer un rôle? Vous êtes un joueur clé dans les décisions qui vous concernent et les traitements qui vous sont donnés. Alors, vous avez le droit de parler avec votre médecin des médicaments qui sont disponibles pour traiter votre condition. C'est à vous de vous éduquer là-dessus et d'en parler et demander à vos médecins quels sont les médicaments qui sont disponibles pour le myélome multiple. Demandez aussi à votre médecin s'il y a des essais cliniques, on en a parlé un petit peu plus tôt, auxquels vous pourriez participer. Parlez à votre compagnie d'assurance pour voir, ou à votre employeur pour voir si le médicament devrait être remboursé. Ou vous pouvez vous joindre à un groupe de patients. Il y a des groupes de patients de soutien locaux de Myélome Canada. Il y en a un qui est à Montréal, il y en a un qui va s'établir dans la ville de Québec. Donc, je vous engage à communiquer avec eux et avoir de l'information, aussi de joindre Myélome Canada. Donc, vous pouvez parler aussi à vos représentants du gouvernement. Tous les vendredis, les représentants, vos députés sont dans les comtés et ils sont là pour parler à leurs constituants ou à leurs délégués pour ce qui est de toutes sortes de questions. Donc, vous avez le droit. Appelez-les, demandez-leur un rendez-vous. Ils vont se faire un plaisir de vous recevoir. Et aussi, vous pouvez toujours écrire à votre gouvernement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est rester informé. Participer sur Facebook, signer une pétition, envoyer un courriel à votre député, communiquer avec vos députés pour leur demander de le rencontrer et vous participez à des événements qui vont être mis sur pied par Myélome Canada. Il y a la marche de Myélome Canada à Montréal qui se prépare pour le mois de septembre. Si vous voulez en faire dans vos régions, ça nous ferait plaisir de vous aider. Donc, c'est très important de participer et de joindre notre communauté. Alors, je vais m'arrêter ici. Vous avez de l'information. Si vous avez des questions qui sont spécifiques, vous pouvez toujours me rejoindre directement à à myeloma.ca. Alors, Michel, je te remets le micro. Oui, merci beaucoup, Martine. Je pense nous sommes tous d'accord que c'était hyper intéressant de voir toute la complexité dans le remboursement et dans le développement de nouveaux médicaments. Alors, merci beaucoup pour ça. Alors, juste pour vous rappeler, si vous voulez poser une question sur votre panneau GoToWebinar, sur votre écran, il y a un bouton question que vous pouvez taper votre question. C'est moi qui vais recevoir les questions, puis je vais pouvoir demander à Martine. Fait que nous n'avons pas de questions en ce moment. Alors, je vais attendre quelques minutes ou deux pour voir s'il y a quelques questions qui rentrent. Aussi, juste un petit rappel que cette présentation est enregistrée. Ça sera disponible sur notre chaîne de YouTube à partir de demain. Alors, si vous voulez revoir ou revisiter quelques sections, vous avez juste à aller à youtube.com
tapez Myeloma Canada, c'est Myeloma Canada en anglais, Myeloma Canada, et notre chaîne va apparaître. Alors, je n'ai toujours pas de questions. Alors, je pense que ça se termine ici. Alors, merci beaucoup encore, Martine. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours rejoindre Martine encore, comme qu'elle a mentionné à son courriel, c'est melias@myelome.ca ou myeloma.ca. Les deux fonctionnent. Ou vous pouvez nous contacter, comme vous voyez sur votre écran, à contact@myelome.ca aussi. Ça, c'est notre bureau chef. Alors, merci beaucoup tout le monde et encore une fois, on va se voir la prochaine fois. Merci!